Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations, proposé par Andrea Di-Cane. Transformer pour redonner du sens. Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations, à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Di-Cane, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable, façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Milosav Botela. Né d'une famille d'immigrés ouvriers, son parcours depuis les banlieues parisiennes jusqu'à des postes de direction internationaux témoigne de la persévérance et de l'importance de l'ascension sociale. Milosav porte une approche différente du management qui est le fruit de son parcours et de sa propre singularité. Impliqué dans de nombreuses associations au profit de la diversité sous toutes ses formes, Milosav partage dans son livre « D'une classe à l'autre » sa vision et son expérience de l'ascension sociale au travers d'un récit autobiographique. Il a à cœur de sensibiliser les organisations au-delà même de ses propres équipes vers plus de diversité et d'inclusion de profils dits atypiques. Notre échange couvre des sujets cruciaux tels que le rôle du manager atypique, la création d'équipes diversifiées et l'importance de s'entourer de personnes de confiance. Dans un échange très optimiste, mais sans cacher la vérité, notre conversation met en lumière son approche unique du management, son engagement pour la diversité et l'inclusion, ainsi que les défis rencontrés quand on n'a pas les codes traditionnels ou un réseau établi. Rejoignez-moi pour découvrir le parcours de Milosav. Bonne écoute! Bonjour Milosav, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Andrea, je suis ravi aussi. Il fait un peu frais ce matin, mais ça fait plaisir de traverser Paris pour venir te voir. Nous nous sommes rencontrés grâce à Isabelle Moreno et la puissance du lien. Et donc, j'en profite dès le début de ce podcast de lui adresser un bonjour, une salutation. Je lui dis merci d'avoir permis cette rencontre. Et voilà, nous allons commencer. Et Milosav aussi, tu as écrit un livre. Oui. D'une classe à l'autre. Oui. Donc un livre que j'ai lu, que je trouve absolument extraordinaire, où tu parles d'ascension sociale, d'éducation, tu tires plein de sujets et donc c'est l'occasion de revenir là-dessus. Mais avant de commencer, je voulais dans un premier temps comprendre un peu le fil conducteur de ton parcours. Très bien. Alors moi aussi je salue Isabelle, c'est quand même grâce à elle en fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on se connaît. Pour le fil de mon parcours, je suis un enfant d'immigrés. Ma mère est venue de Serbie, c'était la Yougoslavie à l'époque, à la fin des années 60. Et mon père est né en France, mais d'origine espagnole, en passant par l'Algérie. Donc ça fait un gros mélange. Et ce sont des ouvriers tous les deux.
Quand je nais, je suis fils unique. Nous sommes vraiment dans un quartier riche, mais nous sommes très pauvres. Donc, comme une anomalie, on va dire, entourée de richesses. Pendant les 10 premières années de ma vie, par exemple, on n'a pas d'eau chaude, on fait chauffer l'eau, avec la gazinière qui fonctionne. Et en fait, je sais que c'est parce j'ai su plus tard que c'était parce qu'on n'avait pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens de payer toutes les factures, parce que l'eau chaude était partout à côté. Voilà, ça donne un peu l'idée en fait du départ. Donc des parents qui ne sont pas allés à l'école. Ma mère, dans sa vie, a dû y aller 3 fois maximum. Et mon père a eu un certificat d'études qui était pour les ouvriers de l'époque quelque chose de très important, mais qui a emmené une grosse partie de la jeunesse après des classes populaires vers l'usine, et c'est ce qu'a fait mon père. Donc voilà, moi je suis né d'une famille d'ouvriers immigrés. Et ma scolarité a été chaotique avec des hauts et des bas parce qu'on n'a pas les codes quand on est dans ces familles populaires-là. On ne sait pas quelle orientation choisir, encore moins que d'autres peut-être. On est moins préparé. Et donc chaque classe est une découverte. Et voilà, donc mon parcours a été chaotique parce que j'ai sauté une classe en primaire. Et puis ensuite en 6e j'ai redoublé. Et puis en seconde j'ai redoublé. Et puis on m'a dit en seconde, vous devriez faire un BEP. J'ai même entendu dire, vous êtes nul, vous devriez faire un BEP. Et 3 ans plus tard, j'étais boulevard Saint-Michel au lycée Saint-Louis en prépa en maths sup. Donc entre le BEP et la maths sup, il s'est passé des choses et je pense qu'on va en parler ce matin. Oui, mais voilà, ça donne de l'espoir aussi. Et ensuite, j'ai eu un diplôme d'ingénieur et je suis rentré en fait dans la vie active en tant que cadre et j'ai depuis évolué en fait dans ce monde-là, avec des positions de management dans des organisations assez grandes. Et je vois d'autres défis maintenant à relever. On en parlera ce matin aussi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Et la première question que je souhaiterais te poser, c'est comment ton parcours en ton enfance, en tant qu'enfant d'immigré, a influencé ta carrière professionnelle et ta vision du management? Alors, je m'appelle Milosav Botela. Alors déjà, mon prénom et mon nom indiquent une diversité. Alors, on ne parlait pas de diversité quand je suis né, mais ça a forcément eu un impact non négligeable sur ma vision du monde et des choses. Donc, j'aime beaucoup les mélanges. J'aime beaucoup les organisations flexibles, agiles, avec de la diversité, des gens avec de l'expérience, des gens avec moins d'expérience, des femmes, des hommes. J'aime beaucoup ces mélanges-là, et ça depuis que je suis tout petit. J'aime aussi l'international, donc c'est aussi ce qui a guidé ma carrière un peu plus tard. Et là aussi, il y a de la diversité dans les cultures, dans la façon d'appréhender les mêmes sujets. On les voit différemment si on est anglo-saxon, si on est latin, etc. Donc voilà, je plaide pour de la mixité à l'école et de la diversité en entreprise. Et même, j'ai vu dans ton livre que tu parlais italien. Vraiment, oui, j'ai la chance de parler quelques langues. Donc, l'italien est la langue que je parle le moins mal après le français. Mais je le parle comme le français. L'espagnol aussi, et l'anglais, et un peu de serbe qui m'ouvre des portes vers aussi les langues slaves comme le russe ou le bulgare qui sont très proches aussi. Tout à fait. Et donc, pour en venir à ton livre, Milosav, je voulais juste comprendre un peu, déjà, comment ça se fait à quel moment tu as décidé de l'écrire? Tu t'es dit, je vais écrire d'une classe à l'autre. Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a eu une étincelle à un moment donné, donc je vais en parler, mais j'ai ça en moi depuis un bon moment. Tout petit, je voulais être professeur ou médecin, et puis plutôt professeur ensuite, et instituteur, professeur, enseignant-chercheur, etc. Donc, il y a une idée de transmission que j'applique aussi en tant que manager avec mes équipes. Donc on y reviendra aussi. Mais il y a une idée de transmission, et le livre est pour moi un des moyens de transmettre les plus fantastiques qui soient. C'est une trace qui reste, il y a quelque chose qui peut être utile, et c'était l'idée, c'était de faire de ce récit-là quelque chose qui soit utile pour les gens qui le liront, et qui ne soit pas une recette pour dire, vous voyez, l'ascension sociale, il suffit de faire ça, 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 et vous voyez, je l'ai fait, donc à vous de le faire. Pas du tout. L'idée, c'est peut-être d'avoir un récit, si possible, qui inspire quelques personnes, ce serait déjà bien, et de réfléchir collectivement à comment faire pour qu'il y ait plus de personnes en fait, qui puissent justement passer d'une classe à l'autre. Et le moment en fait clé où j'ai commencé à me dire, il faut que j'écrive. Le déclic. Le déclic, exactement, merci. C'est un dîner avec des amis
ancien de promo. Et j'ai un de mes amis que je vois régulièrement et qui n'a pas eu la même enfance que moi et qui me dit, mais pour arriver à l'école d'ingénieur, quel était ton parcours avant? Et j'ai Excellent. répondu, oh, il faudrait que je t'écrive un bouquin là-dessus. Il m'a dit, bah chiche. Et donc j'avais ça en tête parce que ça ne serait pas passé sinon. Mais c'est vrai que ce soir-là, quand je suis rentré, je me suis dit, ok, là c'est peut-être le moment. Et j'ai commencé à écrire ça et c'est venu tout seul. Excellent. Et donc, dans le livre, effectivement, c'est ce que je disais au début, hein, tu tires plusieurs fils, l'ascension sociale, l'égalité, la diversité. Et je voulais savoir un peu en résumé, quels sont qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que tu partages réellement là-dedans? Alors, il y a, en effet, Andrea, il y a le thème principal, c'est l'ascension sociale. D'accord. C'est le thème du récit. Néanmoins, je distinguerai 4 thèmes qui sont autour, en filigrane un petit peu de ce thème central. Le premier thème est lié à ma mère qui est émigrée, donc il y a l'immigration. L'immigration. Alors on en parle beaucoup en ce moment, il y a encore une loi sur l'immigration, mais il y a beaucoup de choses en fait dont on parle. L'idée est la suivante, c'est que si on avait demandé à ma mère à l'époque de parler français, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc elle est arrivée sans savoir parler un mot de français. Donc comment est-ce qu'on choisit l'immigration? Est-ce qu'on l'a choisi ou pas? Est-ce que c'est un leurre? Tout ça, c'est des débats. Et surtout, quel est le rôle de l'école pour intégrer les immigrés? Puis ensuite, quel est le rôle de l'entreprise? Mais d'abord, quel est le rôle de l'école pour les enfants d'immigrés? Première, deuxième, troisième génération. Ça, c'est un premier thème. Deuxième thème, c'est le thème sans fin de la méritocratie et du déterminisme. En gros, déterminisme, est-ce que les dés sont pipés, tout est joué d'avance et je ne peux pas faire grand-chose? Ou au contraire, méritocratie, l'idée qui est derrière, c'est Milosav est arrivé, donc fais pareil. Et traverse la rue, etc. Sans prendre de faux jeux de mots, mais ce sont des mots qui ont été utilisés. Mais l'idée, c'est quand on veut, on peut. Oui, jusqu'à où? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un leurre, etc. Ça, c'est le deuxième thème. Le troisième thème est lié à l'orientation scolaire, puisque je l'ai dit un petit peu plus tôt, moi, on m'a dit de faire un BEP. Derrière, il y a beaucoup de stéréotypes, des stéréotypes sociaux, des stéréotypes ethniques, et surtout des stéréotypes de genre, qui peuvent expliquer aussi des inégalités filles-garçons. Pourquoi il y a moins de filles dans les sciences? Pourquoi il y a moins de filles dans les techs? Ça, c'est très important aussi. Et ça vient beaucoup de stéréotypes, on le sait. Oui, c'est un vrai sujet. Qui sont très, très forts. Il y a d'autres stéréotypes sur les femmes et l'argent qu'on connaît grâce à la puissance du lien. On a discuté de ça aussi. Oui, de Vive Média. Exactement, qu'on salue aussi. Et c'est des sujets, en fait, qui se touchent. Parce que c'est des stéréotypes sociaux qu'on a construits comme ça et qu'on doit, quelque part, déconstruire pour reprendre un petit peu les vocabulaires actuels. Et le dernier thème, on va en parler ce matin, est lié en fait aux entreprises, à savoir qu'une fois qu'on est dans l'entreprise, est-ce qu'un leader qui est passé d'une classe à l'autre, qui est un transfuge de classe, comme on les appelle, les transclasses aussi, est-ce qu'il est plus adapté à être un leader différent? Et si oui, est-ce qu'il est un meilleur leader? Est-ce qu'il est plus impactant dans la diversité? Est-ce qu'il est plus impactant pour les jeunes générations? Est-ce qu'il les comprend mieux? Par rapport à la RSE aussi, ce sont des sujets sur lesquels des sociologues se sont penchés et ont dit oui, un transfuge de classe a un pied un peu plus dans le social, un peu plus dans le patronat, un peu dans les deux, et donc est plus à même, par son adaptabilité de son parcours, à être un meilleur leader. Donc, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas, ce sont des questions qui se posent. Non, mais c'est très clair. Et effectivement, oui, on va faire un focus sur le manager, finalement le manager atypique. Mais avant cela, je voulais comprendre un peu une définition de l'ascension sociale. Qu'est-ce qu'on appelle ascension sociale aujourd'hui? Alors, on distingue les transfuges de classe. En fait, ça peut être ascendant ou descendant. Un mot pour dire que ça peut être descendant, parce que des fois, suite à des guerres ou à des immigrations non voulues, on peut tout perdre et tout reprendre à zéro, alors que vous étiez dans une classe sociale assez bourgeoise, et puis vous avez tout perdu. Pour ça, vous avez les pieds noirs, vous avez la Russie, vous avez des choses comme ça qui font que vous avez des gens qui avaient une position sociale qui ont tout perdu. Là, on est dans l'ascension sociale ascendante. Donc là, en fait, ce qu'on regarde, c'est la position sociale de départ. On peut la chiffrer avec les revenus des parents, avec le niveau social et culturel en fait de départ de l'enfant, et quand il devient adulte, est-ce qu'il est dans un monde socio-culturel plus élevé? Est-ce qu'il a un accès un peu plus fort à la culture? Est-ce qu'il a des revenus plus conséquents? Est-ce qu'il est dans une classe sociale plus élevée? Donc c'est cette mobilité sociale là qu'on regarde, et on sait qu'en France par exemple il faut 6 générations
pour passer en fait des 10% les plus pauvres à une classe moyenne. Ce qui nous place en fait en France parmi les pays de l'OCDE en retard par rapport à la moyenne des pays, qui est à peu près à 4 générations, 4,5 de mémoire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit l'ascension sociale. Okay. Statistiquement en tout cas. Et donc personnellement aujourd'hui, quelles sont les leçons que tu en tires de ton ascension sociale, hein, si on peut l'appeler comme ça? Alors moi personnellement, j'ai deux choses qui me tiennent à cœur en fait, et ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire prendre un peu de recul pour analyser le récit de l'ascension sociale qui est le mien, le livrer d'abord et ensuite prendre un peu de recul. Il y a deux façons de faire, je pense. La première, c'est... alors je vais reprendre une image qu'a donnée quelqu'un dont j'ai lu le livre et qui est très connu, qui s'appelle Sama Karaki et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le talent n'existe pas ». Le talent est une fiction plutôt. Le talent est une fiction, un très bon livre. L'image qu'elle donne, c'est que on peut regarder les poissons qui sortent du filet en disant le poisson, qu'est-ce qu'il est beau, et se focaliser sur le poisson qui est sorti du filet, mais on peut aussi regarder collectivement à comment desserrer les mailles du filet. Cette image est intéressante. Donc, soit votre curseur est très dans le collectif, soit il est très dans l'égocentrisme. Donc, moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des rôles modèles, il faut des personnes qui réussissent, qu'on puisse s'identifier. Mais si vous faites que ça, vous mettez une épée de Damoclès sur ceux qui n'y arrivent pas, parce que en gros c'est de leur faute. En gros, il y a quelque chose de la culpabilité qui en ressort. Donc il faut travailler collectivement à ça. Donc dans le livre, en fait, je donne quelques pistes pour essayer individuellement et collectivement de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui passent d'une classe à l'autre. Et moi, ce que j'en tire en fait de ça, c'est ça rejoint le besoin de transmission, c'est-à-dire que moi, je me sens au milieu de deux classes. Je ne me sens pas maintenant passer à une classe, on va appeler ça plus élevée. C'est pas un jugement de valeur, c'est simplement statistique. Moi, je suis entre les deux. J'aime bien l'idée de transmission et de pont, de faire des ponts et d'être d'une classe à l'autre, mais de façon dynamique, c'est-à-dire être très bien avec des ouvriers, parce que je viens de là, comme avec des patrons, et faire le lien entre ces personnes-là pour que les gens se parlent et se comprennent. Je crois que c'est très important qu'on évite les silos et qu'on évite les personnes qui restent dans l'entre-soi. Et j'espère que modestement, ce livre y contribuera. Oui, je l'espère aussi. En tout cas, moi, j'ai retrouvé pas mal de références. Je l'ai trouvé aussi drôle parfois. Il y avait beaucoup d'humour. Donc, bravo. Et puis, j'invite vraiment les auditeurs et auditrices à aller voir ce livre. Merci. Et nous allons maintenant parler du manager atypique. Manager atypique, comment on le définit? Qu'est-ce qu'un manager atypique? Et en quoi on peut se considérer comme tel quand on est manager atypique? Est-ce qu'il y a un parcours? Est-ce qu'il y a des traits de caractère? Comment ça impacte aussi notre style de management? Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour répondre à cette question, je vais citer le résumé d'un livre que j'ai lu avec un grand plaisir d'un auteur qui est un sociologue qui a été professeur à Paris-Dauphine, qui s'appelle Norbert Alter, que j'ai rencontré et la chance d'avoir discuté avec lui, qui est aussi quelqu'un qui a changé de classe sociale et qui n'était pas statistiquement programmé pour devenir professeur à Paris-Dauphine ou à Sciences Po. Donc il écrit dans son livre qui s'appelle « La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques », il donne une définition en fait des patrons atypiques. Il dit « enfants d'immigrés, handicapés, homosexuels, autodidactes, femmes, des patrons et des dirigeants atypiques sont parvenus à corriger ou à inverser leur destin en faisant de leur différence une ressource. Leur extraordinaire réussite repose en effet sur l'identité, articulant le passé et le présent, l'exclusion et l'intégration. » Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, les personnes qui ont eu un stigmate, donc, en fait, qui sont dans les minorités. Alors, c'est dommage que ce soit encore le cas pour les femmes actuellement, mais il cite les femmes, et c'est vrai, on n'a pas beaucoup de femmes patronnes du CAC 40. La préface a été faite par Isabelle Cocher, qui à l'époque était la seule présidente d'Engie, donc 39 hommes et une femme au CAC 40. On sait très bien, sans parler du CAC 40, que pour des levées de fonds, les femmes sont regardées différemment. Donc les femmes font rien que le statut de femme est déjà malheureusement encore une minorité et peut donner lieu à un patron atypique. Bon, très bien.
Moi, je plaide pour qu'il y ait plus de femmes en middle management dans tous les postes. Je pense, c'est pas par féminisme dogmatique, mais c'est vraiment par diversité, c'est l'intérêt de tous. On avance, mais oui, timidement. Oui, c'est très timide. C'est très timide. Oui. Donc le patron atypique est un patron, d'après ce sociologue, en fait, et je reprends ça, qui a dû se battre quelque part parce qu'il a une différence par rapport à une norme que la société a mise en place. Donc c'est vrai pour un homosexuel, c'est vrai pour un immigré, et c'est vrai pour des personnes, en fait, qui ont plusieurs choses. Si vous êtes une femme de couleur, si vous êtes une femme de couleur homosexuelle, etc. Alors, vous cumulez tout ça. Mais quelque part, vous avez été obligé, donc je vais reprendre mon cas, vous avez été obligé de vous adapter, en fait, à un monde qui ne vous attend pas. Le livre s'appelle D'une classe à l'autre, mais quand vous passez d'une classe à l'autre scolairement et qu'en sixième, vous ne savez pas à quoi vous attendre, qu'en seconde, vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous adaptez. Donc, le leader atypique est quelqu'un qui a eu un parcours depuis l'enfance de suradaptabilité. Il a fallu qu'il s'adapte en fait à son environnement. Donc il est observateur aussi, parce qu'il n'est jamais invité à la fête. Ça développe des compétences. Exactement. Et ces compétences-là, pourvu que la personne en soit capable et veuille le faire, elle peut le mettre en fait au service des organisations et des entreprises. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de diversité, que ce soit homme-femme, mais de diversité de profil, de parcours, diversité, que ce soit, donc, d'une classe à l'autre, finalement, pour ne pas nommer le livre, mais cette diversité de parcours. C'est comme ça que je l'appelle aussi, Andrea. La diversité de parcours. Cognitive aussi, oui. Exactement, c'est le mot que je voulais prononcer. Les entreprises, à mon sens, jouent un rôle clé et ont globalement une bonne volonté. Quelquefois, on parle pour l'environnement de greenwashing. Là, pour la diversité, on pourrait dire que les entreprises disent moi, je suis très divers, etc., alors que c'est en fait une plaquette marketing. Mais globalement, elles jouent le jeu, mais avec des indicateurs qui sont les leurs. Par exemple, égalité homme-femme, c'est assez simple de voir qui est une femme, qui est un homme. C'est assez simple de le mesurer. Les statistiques ethniques sont interdites dans certains pays et dans d'autres elles sont possibles. Ensuite, d'autres diversités sont complètement mises de côté. Diversité cognitive, tu viens de le dire, c'est très important. Les femmes qui sont HPI ou HPE, je fais partie d'une association qui s'occupe de ça, que je salue, qui s'appelle les Singulières aussi. Très bien. Et ce sont des femmes atypiques qui ont une neurodiversité. Qui sont intenses, qui sont HPI, HPE, on peut les appeler comme on veut. Oui, on en parle aussi. Est-ce que c'est très connu? Pas vraiment, un peu et de plus en plus, mais ça gagne à être connu parce qu'on ne manage pas de la même façon une personne qui est HPI, HPE, elle a des caractéristiques, etc. Ça peut amener à des souffrances et qui doivent être connues par les managers actuels et de demain surtout. Et puis la diversité de parcours, là on est en plein dedans et c'est une autre diversité et qui peut être très intéressante aussi en effet pour les entreprises. Et ça c'est difficile à reconnaître. Un mot encore pour dire que je vois, et c'est une bonne nouvelle, je vois des cabinets de recrutement qui sont de plus en plus sur l'humain et la diversité de parcours. C'est-à-dire qu'en fait, le CV compte, mais un peu moins qu'avant. On est dans un pays en France qui est obsédé par le diplôme. Donc, si vous avez le bon diplôme, vous pouvez faire la bonne fonction, mais si vous n'avez pas le bon diplôme, vous ne pouvez pas faire la bonne fonction. Donc, il y a cette idée-là qui est très, très forte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas les bons diplômes, mais qui ont des skills, donc les soft skills. Les soft skills. Exactement. Donc, tout ça est très intéressant. Et il y a des cabinets de recrutement qui vont de plus en plus vers ça, au-delà des tests de personnalité qui sont connus depuis longtemps, mais qui vont vraiment se centrer sur l'individu et travailler avec un individu pour un bon poste qui va avec la bonne entreprise. Donc ça c'est réjouissant, je trouve, mais encore très peu. Non, mais c'est effectivement ça. Et donc, je voulais qu'on parle un peu de l'impact donc, des managers atypiques sur les organisations. On en a parlé un petit peu, mais selon toi et puis par ton expérience aussi, comment est-ce qu'ils peuvent influencer les organisations et pour que les entreprises, les organisations puissent adopter plus de diversité en reconnaissant donc la valeur de ces profils-là, ces profils atypiques? Alors, ça dépend de pas mal de facteurs. Je vais en citer un ou deux. Déjà, la taille de l'entreprise. Oui. C'est évident que si on fait une entreprise, toi et moi, on va être en diversité à 100%. Chacun va se compléter. Si on est 10, c'est pareil.
Si on est 60 000, c'est différent. Il y a une taille en fait d'entreprise où il y a des postes qui sont interchangeables. En fait, on a intérêt même à avoir une personne qui peut prendre le relais d'une autre quand la personne est en vacances ou en congé ou je ne sais quoi. Donc ça amène à moins de diversité, même si l'entreprise dit venez comme vous êtes, venez avec votre diversité, venez avec votre talent, venez avec ce que vous voulez, et nous on a besoin de ça. La réalité c'est qu'il y a aussi des process et il y a des injonctions donc, qui peuvent être contradictoires en disant venez avec votre diversité, mais remplissez-moi ce fichier comme tous les autres. Donc il peut y avoir ces frustrations-là. Ce que peut faire, au-delà des frustrations, le manager atypique, c'est, moi c'est ce que j'essaie de faire, en fait, c'est quitte à faire 3 ans à un poste plutôt que de faire 10 ans, mais faire des choses qu'un autre ne ferait pas à votre place. C'est-à-dire apporter quelque chose, en fait, qui soit durable, qui soit intéressant, et qui soit justement en lien avec le parcours, c'est-à-dire créer de la diversité dans les équipes, c'est ce que j'essaye de faire. Je déteste une équipe faite que de femmes ou que d'hommes ou que de blancs ou que de... J'aime beaucoup en fait faire du mélange, mais c'est pas pour le plaisir du mélange, c'est vraiment parce que je suis convaincu et c'est vrai que c'est plus résilient, ça amène à des meilleurs résultats et c'est beaucoup mieux quelque part. Donc c'est toujours un fil rouge qui m'a guidé. Donc ça, je pense que le manager peut le faire. Il peut aussi mieux comprendre, je pense, les nouvelles générations, la quête de sens. On n'a pas dit ce mot-là encore, mais c'est très important pour les nouvelles générations. Les nouvelles générations de diplômés, même les meilleurs diplômés, ont tendance à dire « moi, je travaillerai pour vous, mais pas pour vous, en fonction de votre impact environnemental, social, etc. » Ça, le leader atypique doit être aux premières loges pour le comprendre et l'anticiper. Et donc ça, c'est très important. Oui. Non, mais c'est sûr, c'est très important. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la capacité d'innover et le fait d'être un manager atypique? Comment est-ce que... là, je vais parler aussi de tout ce qui est donc, innovation, que ce soit innovation managériale ou même aussi d'ouverture. Est-ce qu'il y a un lien entre l'atypicité et l'innovation au sein d'une organisation, quand on est une équipe diverse? Oui, d'après le sociologue et oui, d'après moi. Alors, comment? Déjà, je pense qu'on est ouvert à différents types d'organisations. Les organisations des grosses entreprises est très verticale encore. Oui. Après, on entend tous parler et c'est très bien d'entreprises d'intelligence collective, d'entreprises libérées, pour ceux qui connaissent ça, d'entreprises opales. Alors, jusqu'à un certain nombre de personnes, ces entreprises-là, en fait, ont des structures de management qui sont horizontales et pas verticales. Donc, on a des façons innovantes, en fait, de créer des organisations qui peuvent être formidables en termes d'engagement. C'est-à-dire que les salariés sont plus engagés. Concrètement, le lundi matin, ils sont contents d'aller au boulot. Donc, si en plus on explique pourquoi on est là, etc., je pense qu'on peut entraîner des foules et entraîner justement des jeunes générations et qui donneront le meilleur. Donc oui, en fait, les managers en fait atypiques peuvent être des sources d'innovation, comprendre les innovations, comprendre les attentes des générations actuelles et y répondre de la meilleure façon parce qu'ils sont peut-être, je pense, plus ouverts en fait à d'autres pensées, d'autres schémas de pensée que les schémas classiques qui ont fait les normes en fait pendant des décennies. Non, mais je le pense aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des défis auxquels ils font face? Parce que on peut dire, je ne suis pas à ma place. Oui. Donc, il y a pas mal de défis et je voulais comprendre un peu ton avis sur la question, comment on fait et comment on fait face quand on est face à ces défis-là. Pour moi, en tout cas, pour mon expérience, le principal défi est d'être mal compris. C'est vrai pour les personnes avec une diversité cognitive, c'est vrai pour les managers atypiques. Si vous êtes dans une grande entreprise où on a toujours fait comme ça, c'est très difficile de faire changer les mentalités tout seul. Donc, d'où l'importance de créer une équipe diverse qui va réussir et qui va ensuite faire des petits entre guillemets, parce que ce que vous avez fait de bien, après on va dire bah oui, finalement c'est pas mal et faisons-le ailleurs. Ça a pu m'arriver et j'en suis vraiment content. Mais c'est vrai que c'est difficile au sein de l'équipe et par le management au-dessus. Au sein de l'équipe, parce que si vous prenez une équipe qui n'est pas la vôtre, parce que vous arrivez dans une entreprise et que vous avez des personnes qui ont fait comme ça depuis 25 ans, 20 ans, etc., c'est
assez difficile aussi de conduire le changement. Et puis au-dessus, c'est un peu risqué de prendre quelques risques en se disant mais on va créer ça et vous allez voir ça va marcher. C'est un peu différent, mais ça va prendre quelques mois, mais dans quelques mois il y aura un impact positif. Il faut avoir un goût du risque aussi, mais ça vaut le coup et il faut le faire. Et est-ce que dans ton expérience personnelle, tu as des cas, des exemples où tu as fait face à des difficultés et comment tu as réussi à t'en sortir? Alors oui, j'en ai une qui me vient à l'esprit comme ça. Moi j'ai des fonctions commerciales. J'ai eu il y a quelques années un poste de direction générale où j'avais une équipe de vente, une équipe de service et d'autres équipes encore. Dans l'équipe de vente, en fait, j'avais des personnes qui avaient une habitude de vente de ces produits à l'époque qui étaient là depuis quelques dizaines d'années. Beaucoup de garçons, beaucoup trop. J'ai fait venir en fait une employée qui, au bout d'un an, a eu un award, alors je sais pas, une récompense, un prix, un prix, la meilleure vendeuse européenne, au bout d'un an, alors qu'elle venait d'arriver. Elle a eu des pots de bananes comme on ne peut pas imaginer. Certains appelaient des clients en disant surtout si cette jeune femme vous appelle, vous m'appelez moi parce qu'elle n'y connaît rien. J'ai eu des tensions très fortes du fait qu'elle était alors une femme peut-être, mais en tout cas elle venait pas exactement du même moule que les autres et en plus elle réussissait. Donc ensuite j'ai tout entendu, oui mais c'est la préférée de Milo, oui mais c'est bidule, etc. Donc vous entendez tout ça. Donc voilà, soit comme tu es, ils s'habitueront, ils te regarderont, ils s'habitueront. Je ne sais plus quelle est la formule exacte, mais enfin c'est un peu l'idée. Il faut tenir, il faut du soutien pour cet employé-là. Il faut aussi que cet employé tienne. C'est pas évident. Donc il y a vraiment des fois des moments difficiles dans les entreprises quand on amène une diversité, on amène quelque chose de nouveau. Mais ça a très bien fonctionné et ensuite en fait les choses se sont mises en place et la personne est encore dans l'entreprise actuellement et fait une belle carrière. Donc et voilà, c'est juste le début qui est difficile. Oui, et donc ce que tu veux dire c'est aussi de s'entourer. Oui. De s'entourer et pour toi les rencontres, oui, j'imagine dans ton livre, je l'ai vu, je l'ai compris. Et en quoi ça peut aider aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, d'être entouré des bonnes personnes. Oui. Alors, quand on vient d'un milieu social où on n'a pas de code et on n'a pas de réseau, forcément, on part de rien et soit on reste sans réseau et voilà, mais si on s'élève, forcément, on rencontre des gens. Parmi les personnes qu'on rencontre, il y a des bonnes fées, comme on les appelle, des gens qui croient en vous. Et puis, après, vous dites que finalement, si je connais un tel ou une telle, ça peut être pas mal au niveau professionnel, etc. Et puis, on en arrive à connaître des personnes qui font que Andrea, on est ensemble ce matin, etc. Donc, il y a des bonnes fées, il y a des bonnes personnes. Il y en a d'autres avec qui ça se passe moins bien, mais peu importe. Mais en tout cas, ce besoin de créer un réseau est important professionnellement et pour s'élever aussi, et même socialement, c'est très important. Mais très bien, merci beaucoup. Je voulais revenir d'une classe à l'autre. Donc j'ai un passage que je voulais voir avec toi, sans vendre la mèche à tout le monde, mais l'idée c'est que j'ai un passage où tu vas un peu m'éclairer là-dessus. Et alors c'est aussi pour donc le monde du travail des jeunes quand on cherche un nouveau travail dans les cas de recrutement et parfois c'est pas facile et donc toi tu as été confronté à cela et donc je voulais te lire ce petit passage pour qu'on en discute un petit peu. Alors dès lors on se demande ce qu'il faut faire pour être retenu, donc pour être retenu pour un poste. Comment peut-on avoir de l'expérience si on vous ferme la porte d'entrée? Tous les jeunes qui ont vécu ces premiers refus sont passés par là. Donc refus pour un poste, quand on est découragé et on cherche un nouveau poste. Comment est-ce qu'on vit celui-là pour les jeunes? Quel message aussi tu voudrais partager? Alors, c'est malheureusement encore le cas maintenant. Alors, la bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que c'est le cas quelle que soit votre expérience, parce que on a cette tendance, alors je vais le dire en anglais, mais je vais le dire en français après, mais au plug and play, on a tendance, pour faire un exemple, à dire, voilà, je suis boulanger, j'ai envie d'être pâtissier, et on vous répond, c'est bien, mais quelle est votre expérience en pâtisserie? Forcément, si j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Donc, encore une fois, on est dans un pays peut-être particulier pour ça.
qui a au moins 2 obsessions. La première, c'est le diplôme, et la deuxième, c'est de mettre les gens dans des cases. Donc ça, c'est terrible parce que ça se voit partout, dans la musique, dans le sport, dans tout ce que vous voulez. Les gens sont toujours étonnés quand vous faites 2 trucs différents, inattendus. Donc finalement, la diversité étonne. Je ne sais pas ce que ça renvoie, mais bon, voilà. Donc pour les jeunes, comme pour les moins jeunes, vous avez ça aux 2 extrémités, parce que les seniors, c'est un autre problème aussi. Exactement, on ne sait pas quoi en faire, en fait. De façon générale dans la société, il suffit de regarder les EHPAD et qu'est-ce qu'on fait des seniors en France. Dans l'entreprise, c'est pareil. En fait, tout ça se rejoint. Et donc, pour revenir aux jeunes, c'est difficile. C'est pas impossible. Mon discours va être très optimiste, mais sans cacher la difficulté. C'est plus facile avec le bon diplôme en France, mais au-delà du diplôme, je crois qu'il faut la niaque, c'est-à-dire l'envie. Cette envie-là, en fait, on n'est pas avec. Donc ça se travaille aussi. Ça peut se travailler par le sport, par les rencontres. Moi-même, par exemple, le sport m'a donné beaucoup d'armes, en fait, pour ensuite avoir cette envie de pousser des portes. Tu as fait beaucoup de tennis de oui, table, je fais ça pendant pas mal d'années. Maintenant, je fais autre chose. Je fais de la boxe. La boxe, ouais, ça, je ne savais pas. Ouais, voilà, ça change un petit peu. Moi, c'est relativement récent. Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Mais c'est toujours l'idée de se dépasser et d'aller se confronter. Donc, la compétition peut aider. Après, il faut que les entreprises évoluent en sachant reconnaître les capacités de chacun et de chacune. Mais pour les jeunes, c'est très important en fait de ne pas baisser les bras. Donc encore une fois, tout ce qui est musique, apprentissage en général, d'un sport, de musique, les lectures, les rencontres avec les personnes vont vous aider. Il y a un moment où ça tourne et il y a un moment où les choses se mettent en place. Moi, en tant que recruteur, je regarde très peu le CV des personnes. Évidemment, je reçois 5, 6 CV, 10 CV pour un poste, mais ils sont tous à peu près équivalents. Donc, je regarde la personne qui est en face de moi, j'essaie de poser des questions pour comprendre ce qu'elle a dans le ventre, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comprendre la personne telle qu'elle est. C'est clair qu'une personne qui attend que ça tombe tout seul, ça va être difficile pour moi de la recruter parce que ça va être pareil, en fait, dans l'entreprise. Mais là où je vais détecter des différences, même à des diplômes un peu plus bas, c'est dans la personnalité. Et je crois qu'on arrive à ça de plus en plus maintenant et c'est une bonne nouvelle. Oui, on en revient aux soft skills. Oui, on en revient aux soft skills, oui. Ne lâchez rien, entourez-vous, avancez. J'allais dire appelez-moi si vous voulez, mais je veux dire, il y a des gens bienveillants un peu partout. Rencontrez-les dans les associations, partout, dans le sport. Ça aide. Donc il faut sortir. Apprendre à la défaite aussi, c'est important. À tout âge. C'est-à-dire le sport pour ça est important aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas très longtemps, préparation des JO, il y a des jeunes qui demandaient à un ancien médaillé olympique alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être médaillé olympique, et il disait d'abord il faut apprendre à perdre, parce que le nombre de fois où j'ai perdu est infiniment plus élevé que le nombre de fois où j'ai gagné. C'est vrai. Donc on a toujours envie de gagner, mais on ne gagne pas tout le temps. Donc il faut accepter ça, il faut accepter que des portes se ferment pour que d'autres s'ouvrent. Tout ça, en fait, est plus facile quand on a 50 ans et plus, parce que c'est un peu plus philosophique que quand on a 20 ans. Moi-même, quand j'avais 20-25 et qu'une porte se fermait, j'avais envie de la rouvrir avec un grand coup de pied dedans. On le voit dans le livre. Je trouvais ça injuste, etc. Néanmoins, voilà, c'est ça, en fait, qui fait qu'on avance, c'est qu'on trouve ça injuste et qu'on se bat pour une prochaine fois. Donc, voilà. Et encore une fois, si c'est pas la bonne porte, il y en a d'autres à côté. Non, mais très bien, c'est clair, et merci beaucoup pour ce message très positif aussi. Et pour en venir aux organisations, quels conseils tu donnerais aux organisations aussi pour attirer les talents, pour les garder, les talents donc, atypiques, on va dire. Quels conseils tu donnerais aux entreprises ? Déjà, les reconnaître, c'est-à-dire reconnaître la diversité, pas simplement la diversité. C'est-à-dire travailler au-delà des égalités hommes-femmes, être un acteur complet de la société. Alors je donne un exemple. En restant sur égalité hommes-femmes, on se rend compte, j'en ai discuté avec des amis qui sont à la tête d'entreprise, que même quand on met les salaires au même niveau, hommes-femmes, 1 an après, il y a encore des écarts. D'accord. Pourquoi ? Parce que plein de facteurs. Peut-être que certaines femmes osent moins demander, peut-être que d'autres hommes demandent beaucoup plus, peut-être que 1000 raisons.
Donc, mettre à égalité, c'est pas un but, c'est un point de départ. Mais il y a des stéréotypes, il y a des choses sur lesquelles on doit se battre et l'entreprise doit jouer là-dessus, en formant les salariés, en étant vraiment un acteur en fait de l'inclusion et de la diversité en son sein. C'est vraiment très important. Ensuite, il y a des associations qui travaillent par exemple sur le manque de filles dans les filières scientifiques. Les entreprises ont leur rôle à jouer là-dessus, en offrant des stages, en offrant du parrainage. Il y a 1000 façons de faire. Et pour leurs équipes, oui, les entreprises doivent aller au-delà de l'homme-femme, reconnaître ce que c'est que la diversité cognitive, la diversité de parcours, former les managers à être des managers sensibles à ces sujets-là, et donc faire appel à des spécialistes, à des gens qui vont venir parler de diversité cognitive, à des sociologues, à des gens de la société civile, s'ouvrir un peu plus. Je crois que c'est ça en fait. En France comme ailleurs, on a cette tendance à être en silo et à travailler chacun dans sa ligne. Or, d'autres font des efforts autant qu'une entreprise donnée. Donc il faut échanger, il faut créer des ponts. C'est le but de ma démarche, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on est manager aussi, aller chercher d'autres pistes, voir comment ça se passe ailleurs et s'enrichir de ça. Donc les entreprises ont un rôle clé à jouer. L'école d'abord et ensuite les entreprises. Et les deux ensemble, parce qu'il n'y a pas un qui est le diable et l'autre qui... non, les deux en fait sont là pour que les citoyens soient des citoyens engagés dans le futur, et les associations aussi. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, s'enrichir et puis les citoyens engagés. Merci beaucoup, Milosav. Et je sais aussi que tu as des engagements associatifs très forts. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Donc, je sais que tu travailles avec les entretiens de l'excellence, avec donc, la puissance du lien, on en a parlé au début. Et voilà, je voulais un peu comprendre tes engagements et pourquoi ça te tient à cœur et quels sont les résultats que tu en tires, les leçons que tu en tires. Très bien, merci beaucoup pour cette question, c'est important. Alors, je le dis à la fin du livre, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement ? Alors, je pense qu'individuellement et collectivement, on peut travailler main dans la main, notamment dans les associations. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est de travailler sur 2 axes, égalité des chances, égalité homme-femme. Voilà, les 2 axes, en gros. D'accord. Et de là, découle un certain nombre d'actions bénévoles. Égalité des chances, tu as cité les entretiens de l'excellence, qui est franchement une association formidable qui travaille avec les jeunes des zones rurales et des quartiers défavorisés, de la 3e à la terminale, pour leur expliquer, les rencontrer, les faire venir dans des lieux de prestige pour leur montrer que c'est possible. Par exemple, là où on est aujourd'hui, dans une grande école de commerce, aussi à la Sorbonne, aussi à Polytechnique, ou dans 40 villes en France, mais aussi en Afrique, mais aussi dans les Antilles. Partout, en fait, dans la francophonie, on va dire, partout, en fait, on les emmène quelque part et on leur parle de métiers. Ils choisissent, par exemple, les métiers du commerce, les métiers d'avocat, les métiers du droit, etc. Exactement. Et ils rencontrent des professionnels, généralement des alumni qui étaient à leur place il y a quelques années. D'accord. Et donc, ils peuvent s'identifier à eux beaucoup plus qu'à moi qui a plus de 50 ans, par exemple. Mais voilà, on a ce brassage-là. L'association aussi a un autre programme qui permet de suivre sur 4 ans en fait une promotion de l'excellence de la 3e à la terminale et propose des formations au cours Florent par exemple. C'est extraordinaire en fait parce que ça leur permet en fait de s'épanouir et de prendre confiance en eux. Ça c'est pour l'égalité des chances. Ensuite pour l'égalité homme-femme, il y a du mentorat que je fais, le mentorat féminin. Et puis, je parlais tout à l'heure des Singulières, qui est une association sur les femmes HPI intenses, avec une diversité cognitive. Et là, c'est intéressant aussi. Donc voilà, j'ai 2 ou 3 activités qui me prennent un petit peu de temps, mais que je fais avec un grand plaisir. Et on apprend beaucoup de l'autre. Et en fait, quand on mentore, je pense que tu seras d'accord, en fait, on est autant mentoré que mentor. Oui, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup richesse, de l'autre. Exactement. Oui, donc voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et je sais que tu accompagnes aussi, dans le cadre du mentorat aussi, avec Énergie Femmes. Exactement. Oui. Exactement. Exactement. Une très belle association. On salue donc la fondatrice, Mintou. Oui, qui est une amie chère et qui a créé cette association.
Et l'association prend un envol très important. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Oui, c'est important. Je pense aussi l'impact. Et puis, ça rejoint ce que tu disais au tout début, la transmission. Parce que ça passe aussi par là. Ça demande du temps. Parce que les mentorats, c'est des bénévolats. Mais je trouve que c'est d'une richesse incroyable. Parce que je le fais aussi. Et je suis mentorée, je le mentor. Et c'est une richesse incroyable. Oui, oui. Bon, en tout cas, je suis. Qu'est-ce qu'on peut dire davantage? Là, je suis vraiment contente qu'on puisse échanger là-dessus. Merci. Et pour ton livre, je trouve que c'est vraiment important aussi de montrer que c'est possible. Et c'est ce que tu fais. Et en dernier mot, qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes? Je sais que tu as partagé pas mal donc de ne pas avoir peur de sortir, de rencontrer des personnes. Oui. Et de devenir soi, c'est-à-dire... alors moi je suis papa, donc je vais peut-être conclure comme ça. Mais oui. Je suis papa d'un garçon de 17 ans, d'une fille de 20 ans. Chacun a son parcours scolaire différent, chacun a son rythme, chacun a son âge aussi. Tous les deux sont différents et ont des qualités, et c'est ça la diversité. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher en fait dans ce que chacun sait et veut faire, ce qui l'anime, et en quoi il peut être utile. Moi, j'essaie de faire ça pour moi-même, j'essaie de transmettre ça aux personnes que je mentor, et donc en premier lieu aussi en discutant avec mes enfants, chacun aura des capacités qu'il pourra mettre au service de lui-même pour les autres aussi. Donc c'est trouver sa voie, ça c'est très important pour les jeunes. C'est très difficile, je le vois moi pour mon fils qui a 17 ans, de s'orienter très tôt. Le système scolaire demande à s'orienter assez vite, de faire des choix assez vite, c'est pas toujours évident. L'important, c'est de croire en soi, et pour ça, le rôle des parents, de donner de l'amour aux enfants, permet ça. Un mot pour dire que mon parcours n'aurait jamais été le même si, au départ, je n'avais pas eu un amour des parents, et notamment maternel. Ça, c'est l'essence qui fait que j'ai pu avancer dans ma vie. Donc, c'est donner cet amour-là, et l'amour a plusieurs formes. Ça peut être les professeurs qui jouent un rôle fantastique aussi. Donc voilà, que les jeunes, en fait, trouvent leur voie, qu'ils ne lâchent rien. Et qui soient aussi acteurs du changement comme ils le sont, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus exigeants par rapport au travail qu'ils ont, aux entreprises qui veulent rejoindre demain. Et c'est quelque chose de très important, et on doit les accompagner pour ça. Oui, et donc effectivement, d'avoir cette colonne vertébrale, finalement, c'est ça. Et le rôle des parents, aujourd'hui, c'est clé. Tu le dis dans ton livre aussi. Toi, comment ça a été tes parents, même l'amour, déjà dans un premier temps, je trouve, d'être dans un environnement de confiance. Pareil, tu en parles aussi, qui permet... et je pense aussi, c'est un travail à la fois de la société et puis aussi des parents, et le fait d'accompagner via le mentorat, c'est sûr que ça aide aussi, et ça accompagne. Je voulais savoir comment on fait pour te joindre, et comment trouver ton livre. Bon, j'imagine, moi je l'ai trouvé sur un site internet, ou à la FNAC. Mais voilà, comment faire pour te contacter? Alors, je suis sur tous les réseaux sociaux possibles, imaginables, sauf peut-être TikTok. Mais pas encore. Voilà, c'est question de génération, encore et encore, quoique. Non, le plus simple, c'est LinkedIn. D'accord. Milosav Botella, LinkedIn, vous allez me trouver. Pour ce qui est du livre, il est disponible sur toutes les plateformes, je vais les citer, Amazon, Fnac, etc. Donc en ligne, en papier ou d'ailleurs en e-book aussi. Et puis en bas de chez vous, chez le libraire, il ne sera pas forcément en rayon, mais vous pouvez le commander sans aucun problème aussi. Donc si vous voulez faire travailler les libraires de quartier, n'hésitez pas. Et sinon, le plus rapide reste encore les plateformes de livraison. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour Andrea. cet échange, et puis à bientôt. Merci. Merci Andrea. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage.
Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.